Dieses Stück Experience hat eine ganz besondere Bedeutung für mich, weil ich während meiner Krankheitsphase dieses Stück wirklich rauf und runter gehört habe. Auch kurz danach, als mein Buch, als ich aufhörte zu funktionieren, entstanden ist, habe ich das sehr, sehr oft gehört, um mich zu beruhigen. Ich habe mein Klavierspiel jetzt richtig gerne unterbrochen, und zwar aus dem Grund, weil mein französischer Freund De Mots et Merveilles uns jetzt eine outstanding Short Story vorlesen wird, des amerikanischen Autors Howard Phillips Lovecraft. Ich freue mich sehr darauf. Nous devons nous féliciter, pleins de reconnaissance, de ce que l'esprit humain soit incapable d'établir des rapports entre les divers éléments de l'univers. Nous vivons sur une île d'ignorance, au milieu des noirs océans de l'infini, où il ne nous est pas donné de nous aventurer bien loin. S'il est vrai que la vie de l'homme se déroule éternellement aux confins de l'abîme, il a été donné, sans nul doute, à certains d'entre nous, de prendre conscience de ces gouffres, d'en avoir comme une sorte de préconnaissance. Pendant une seconde catastrophique, ils ont pu s'approcher de ces affreux mystères, presque les toucher du doigt. C'est alors que les épouvantables puissants fonds du savoir, auxquels on à peine bu les plus brillants d'entre nous, prennent l'allure d'entités ténébreuses, capables de terrasser les cœurs les plus hardis, d'épouvantes accourues des plus lointaines frontières du temps. N'y a-t-il vraiment un homme vivant qui connaisse les véritables origines de l'humanité ou la place de l'homme dans le cosmos? Qui peut dire
si la fin dernière de l'homme, ce n'est pas le sort de l'abject ver de terre. Des épouvantes hantent chaque nuit les corridors du sommeil, et pas toujours détachés des réalités de la vie quotidienne. Quant à moi, chaque jour, je ressens la présence d'un monde supplémentaire au nôtre, et ce n'est pas tout à fait une hallucination. Il n'en a pas toujours été ainsi. Il n'en était pas ainsi avant ma rencontre avec Amos Piper. Je m'appelle Nathaniel Corey et pratique la psychanalyse depuis plus de 50 ans. Auteur d'un manuel et d'innombrables monographies publiées dans les journaux spécialisés, j'ai exercé bien des années à Boston après avoir étudié à Vienne. C'est seulement dans la dernière décennie, en ma semi-retraite, que je suis allé m'installer dans la ville-université d'Arkham. J'ai une réputation d'intégrité chèrement acquise, et ce qui va suivre l'infirmera sans doute. Je prie, je supplie qu'on réfléchisse, qu'on y voie plus qu'une imagination. C'est une pénible intuition prémonitoire qui me pousse enfin à mettre sur le papier l'exposé du problème le plus intéressant, le plus stimulant, certes, que j'ai rencontré dans toute ma carrière médicale. Je n'ai pas pour habitude de faire des déclarations publiques au sujet de mes malades. Je me vois pourtant contraint, eu égard aux circonstances particulières qui accompagnent le cas d'Amos Piper, de mettre au jour certains faits. Rapprochés d'autres, en apparence sans rapport avec eux, ces faits peuvent peut-être prendre plus de relief qu'ils n'en montraient quand j'en eus d'abord connaissance. Il y a des puissances de l'esprit ensevelies dans les ténèbres. Peut-être aussi y a-t-il des puissances des ténèbres qui échappent à notre entendement. Et je ne fais nullement allusion ici aux sorciers, aux magiciens, aux fantômes, aux farfadets, compléments indispensables des civilisations primitives. Je parle de pouvoirs infiniment plus vastes, plus terribles, bien au-delà de ce que peut imaginer notre pauvre humanité. Le nom d'Amos Piper n'est pas inconnu de bien des gens qui se souviennent avoir lu, il y a quelques dizaines d'années et plus, des articles d'anthropologie portant sa marque. Je le rencontrai pour la première fois lorsqu'un jour de 1933, sa sœur Abigail le décida à venir me consulter. C'était un homme de haute taille, sans doute jadis corpulent. Aujourd'hui, ses vêtements, comme s'il avait perdu récemment beaucoup de poids, flottaient sur sa vaste charpente. Il semblait avoir plus besoin de soins médicaux classiques que d'un psychanalyste. Or, sa sœur m'expliqua qu'il avait vu les médecins les plus compétents. Tous avaient conclu que, chez lui, c'était l'esprit qui était atteint, et que ce n'était pas de leur ressort. Plusieurs de mes collègues m'avaient recommandé à Miss Piper. Quelques autres professeurs de l'université de Miskatonic avaient joint leurs recommandations à celles des médecins consultés par Piper, et ils étaient là. Miss Piper me donna quelques indications concernant le cas de son frère, pendant qu'il se détendait un peu dans ma salle de consultation. Elle brossa la toile de fond avec une brièveté louable. Piper semblait être
la victime de certaines hallucinations terrifiantes. Quand, à l'état de veille, il fermait les yeux ou baissait les paupières, ses hallucinations prenaient forme de visions. Elles se transformaient en rêves quand il dormait, ce qu'il n'avait pas fait depuis 3 semaines. Cette insomnie avait provoqué une telle perte de poids que le frère et la sœur s'inquiétèrent. Pour commencer, Miss Piper m'apprit que son frère avait, 3 ans plus tôt, souffert d'un effondrement nerveux au théâtre. Ce collapsus avait duré si longtemps que Piper ne semblait revenu à lui que depuis 1 mois. Sa nouvelle obsession, si c'en était une, avait commencé 1 semaine après son retour à la normale. Il semblait à Miss Piper qu'il pouvait y avoir un lien logique entre l'état précédent de son frère et celui qui suivit, après une courte période, son retour à l'état normal. Les drogues avaient réussi à le faire dormir, mais pas à éliminer les rêves. Il semblait au docteur Piper d'une nature particulièrement horrible, au point qu'il hésita même à en parler. Miss Piper répondit franchement à mes questions, mais montra une certaine méconnaissance de l'état réel de son frère. Elle m'assura qu'à aucun moment il n'avait été violent, mais souvent distrait, détaché du monde, comme dans une coquille l'isolant de l'extérieur. Après le départ de Miss Piper, j'allai voir mon malade. Je le trouvais assis près de mon bureau, les yeux grands ouverts, des yeux doués de qualités hypnotiques. Il me parut de les tenir ouverts que par un effort de volonté. Les globes étaient injectés de sang, les iris nébuleux. Très agité, il s'excusa tout de suite de sa visite, sur ce qu'il ne pouvait faire autrement que de céder aux instances de sa sœur. Il était d'autant plus réticent que son cas était, affirma-t-il, désespéré. Je lui dis que Miss Abigail m'en avait donné un aperçu et cherchait à calmer ses craintes. Je parlais de façon apaisante, en termes vagues. Piper écoutait avec un respect poli, cédant apparemment au ton négligent et banal par lequel je me suis toujours efforcé d'inspirer confiance. Quand enfin je lui demandai pourquoi il ne pouvait pas fermer les yeux, il répondit sans hésiter et très simplement « J'ai peur. » « Pourquoi ?» demandai-je. « Pouvez-vous le dire ? Le voulez-vous » Je me souviens de sa réponse. « Dès que je ferme les yeux, apparaissent sur ma rétine des figures et des dessins d'une étrange géométrie. » À l'arrière-plan, il voyait dans la lumière rouge des formes encore plus sinistres, ressemblant à des créatures gigantesques et, des tailles effroyables, douées d'intelligence, mais une intelligence à des millions de lieues de la nôtre. Je le pressai de me faire la description de ces créatures. C'était difficile. Ces portraits étaient vagues, mais effrayants en ce qu'ils laissaient entrevoir. Aucune de ces créatures ne semblait nettement formée, sauf
certains cônes rugueux qui auraient pu être d'origine aussi bien animale que végétale. Cependant, il parlait avec tant de conviction, s'efforçant à cerner les contours des choses qui obsédaient ses rêves, que je fus frappé par la vigueur de son imagination. Peut-être y avait-il un rapport entre ces fantasmagories et la longue maladie qui l'avait accablé. Il n'avait aucune envie de parler de tout cela, mais après un moment, il y revint, de façon incertaine et désordonnée. J'eus beaucoup de mal à reconstituer la suite des événements. Il avait 49 ans quand son histoire commença. Il assistait à une représentation de la lettre de Mogam quand, au milieu du second acte, il s'était évanoui. On l'avait transporté jusqu'au bureau du directeur et on fit tous les efforts pour le ranimer, mais sans succès. Finalement, il fut ramené chez lui par une ambulance de la police. Les médecins passèrent encore quelques heures à son chevet, s'épuisant en vaines tentatives pour le faire revenir à lui. Ils échouèrent, et Piper fut hospitalisé. Il restera 3 jours dans un état comateux, au bout desquels la conscience lui revint. Il remarqua cependant aussitôt qu'il n'était plus lui-même. Sa personnalité semblait avoir été profondément désorientée. Les médecins crurent d'abord qu'il avait été victime d'une attaque banale, mais cette théorie, qu'aucun symptôme ne corroborait, fut abandonnée, quoiqu'à regret. Le mal de Piper était si profond qu'il n'arrivait à accomplir les gestes les plus usuels qu'avec d'immenses difficultés. Une chose sautait aux yeux, c'était qu'il avait le plus grand mal à saisir les objets. Cependant, rien ne clochait dans son état physique. Ses articulations, à l'examen, se révélèrent normales. Il n'agissait pas comme un être doté de doigts. Il écartait largement le pouce et l'index. On eût dit que dans ce geste de l'appréhension, il était trahi par la paralysie des autres doigts. Le tout ressemblait plus à une griffe qu'à une main humaine. Cela n'était pas le seul aspect de son inquiétante guérison. Il avait réappris à marcher, mais il avançait difficilement, à tout petits pas, comme s'il manquait de puissance locomotrice. Il avait eu aussi, pour apprendre à parler, des difficultés confondantes. Il s'exprima d'abord avec les mains et, dans ses tentatives, il faisait le même mouvement de griffe que pour saisir les objets. Dans le même temps, il émettait de curieux sifflements dont le manque de sens le troublait visiblement. Cependant, on perçut que son intelligence ne semblait nullement avoir été atteinte, car il appréhendait rapidement et, en une semaine, il s'était rendu maître de tous les gestes prosaïques de sa vie quotidienne. Mais si son intelligence était intacte, la mémoire de sa vie précédente était complètement abolie. Il n'avait reconnu ni sa sœur, ni aucun de ses collègues à l'université de Miskatonic. Il affirmait ne rien savoir d'Arkham, du Massachusetts et très peu des États-Unis. Il fallut lui réinculquer toutes ces notions.
Cela ne prit pas très longtemps, moins d'un mois. En très peu de temps, il assimila tout ce qu'on lui exposait. Il redécouvrit le savoir humain. Il manifesta une mémoire phénoménale de tout ce qu'on lui avait dit, de tout ce qu'on lui avait lu. En fait, sa mémoire était infiniment plus efficace après qu'avant sa maladie, sa rééducation achevée bien entendu. C'est seulement après que Piper se fut adapté à sa nouvelle situation qu'il s'engagea dans ce qu'il appelle lui-même une démarche inexplicable. Bénéficiaire d'un congé illimité à l'université de Miskatonic, il entreprit des voyages fréquents et lointains. Cependant, il n'avait aucune connaissance personnelle ni directe de ces voyages quand il vint me voir. Il ne se souvenait pas non plus de ce qui avait pu lui arriver après sa guérison, survenue 3 ans après le début de sa triste maladie. Rien ne ressemblait, même de loin, à des souvenirs personnels dans ses récits de voyage, parce qu'il n'en avait pas. C'est extraordinaire si l'on songe à la mémoire confondante dont il avait fait preuve pendant sa maladie. On lui avait dit que, depuis sa guérison, il avait visité des coins étranges et reculés du globe, des déserts d'Arabie, les vastitudes de la Mongolie inférieure, le cercle arctique, les îles de la Polynésie, les Marquises, l'antique pays des Incas et bien d'autres. Je le répète, il n'avait pas conservé le moindre souvenir de ce qu'il y avait fait. Rien dans ses bagages n'aurait pu l'éclairer. Il y avait bien 2 ou 3 fragments, la plupart en pierre, de ce qui aurait pu être une écriture archaïque et hiéroglyphique, mais le premier touriste venu en aurait recueilli tout autant pour sa modeste collection. Entre ces voyages mystérieux, Amos avait passé son temps à lire énormément et avec une inconcevable rapidité dans toutes les bibliothèques du monde, en commençant par celle de l'université de Miskatonic à Arkham, bien connue pour détenir certains manuscrits interdits et des livres accumulés au cours des siècles depuis la période coloniale. Il avait été jusqu'au Caire, en Égypte, pour suivre ce genre d'études, mais surtout au British Museum de Londres et à la Bibliothèque nationale de Paris. Et toutes les fois qu'il y avait été autorisé, il avait consulté d'innombrables bibliothèques privées. Pendant la seule et brève semaine de son état normal, il s'était donné beaucoup de mal, utilisant tous les moyens possibles, télégrammes, radio, tout, pour effectuer des contrôles. Ceux-ci lui démontrèrent sans conteste qu'il s'était plongé fiévreusement dans certains vieux livres dont il n'avait que très vaguement entendu parler avant sa maladie. C'étaient de ces livres consacrés aux très anciennes légendes, comme les manuscrits pnacotiques, le Necronomicon de l'arabe dément Abdul al-Azred, les Unaaussprechlichen Kulten de von Yuns, le culte des Goules du comte d'Erlette, de Vermis Mysteris, le texte de Relieb, les 7 livres critiques de Hassan, les chants d'Aul, le Liber Ivoris, les Seleno Fragments, et bien d'autres textes de la même famille, certains n'existant plus que sous forme partielle, leurs débris étant éparpillés d'un bout du monde à l'autre. Piper
retrouva aussi des traces de ses recherches purement historiques. Mais il était à remarquer que, d'après les fiches de retrait de ses bibliothèques, celles que Piper, du moins, avait pu contrôler, il s'était d'abord et avant tout plongé dans les livres de légendes, de surnaturel. De là seulement, il était passé aux études d'histoire et d'anthropologie. Tout indiquait que Piper avait travaillé selon les lignes de force d'une certitude: l'histoire de l'humanité ne commence pas avec les temps connus, elle remonte à un temps incroyablement plus âgé, et cela bien avant que l'homme ait même été capable de se remémorer les prétendues périodes historiques. Ces âges mythiques, on n'en trouvait trace que dans certains livres d'occultismes horribles, très horribles. On savait bien aussi que Piper avait pris contact avec des personnes inconnues de lui. Il avait obtenu d'elles des rendez-vous en divers lieux. Ces gens, presque tous des universitaires, étaient engagés dans des recherches similaires et plutôt macabres. Un lien commun les unissait tous à Piper, et il en avait eu connaissance lorsqu'après son retour à la normale, il avait téléphoné par monts et par vaux à cette liste de noms retrouvés. Chacun d'eux avait été victime d'une attaque du même genre, ou presque, que celle qui avait terrassé Piper au théâtre. Il n'y avait aucun rapport entre la façon dont Piper vivait avant sa maladie et son mode de vie ultérieur, mais depuis le début de sa maladie et pendant, il resta fidèle à sa ligne de conduite. Les étranges voyages, jamais relatés, qu'il avait entrepris peu après s'être réhabitué à vivre parmi ses semblables, après sa guérison initiale, s'étaient poursuivis pendant les 3 années où il n'avait pas été lui-même. On note 2 mois à Ponape, 1 mois à Angkor Wat, 3 mois dans l'Antarctique, une conférence à Paris avec de savants collègues et de rares escales à Arkham entre ses voyages. Ainsi avait-il vécu, ainsi avait-il passé son temps pendant les 3 ans qui précédèrent sa guérison totale et complète. Cette période avait été suivie par une profonde secousse qui oblitéra radicalement les souvenirs que Piper aurait pu en garder. Mais son nouvel état avait apporté avec soi, hélas, une épouvante, celle de fermer les yeux. Il avait affreusement peur de voir ce que suggérait à son inconscient quelque chose de terrifiant, d'atroce, quelque chose qui n'était pas sans rapport avec ses rêves. C'est seulement au bout de 3 visites que je pus décider Amos à me faire le récit de ses rêves étranges et confondants, à revivre pour moi les aventures nocturnes de son subconscient, tout ce qui le perturbait et l'angoissait si profondément.
C'étaient à peu près toujours les mêmes rêves, discontinus et fragmentaires. Ils envahissaient le sommeil d'Amos sans transition avec l'état de veille, mais par rapport à sa maladie, ils étaient agressivement significatifs. Le plus fréquent d'entre eux était un rêve récurrent, avec quelques variations. Il revenait souvent dans les récits de Piper. Le voici, tel qu'il me l'a raconté. J'étais étudiant. Je travaillais dans une bibliothèque au cœur d'un bâtiment colossal. Je traduisais quelque chose d'une langue qui n'était pas de l'anglais. La salle de lecture était si vaste que les tables arrivaient à la hauteur d'une chambre ordinaire. Les murs n'étaient pas en bois, mais entièrement de basalte, quoique les rayonnages latéraux fussent d'une sorte de bois noir. Les livres, rien que des manuscrits, étaient rédigés en cette même langue que je savais écrire, mais certains étaient en langue connue, en sanskrit, en grec, en latin, en français, et même en anglais, un anglais avec toutes ses fluctuations, depuis Pierre le Laboureur jusqu'à nos jours. De vastes globes de cristal lumineux et d'étranges machines tout en tubes de verre et tiges de métal, sans aucun fil de connexion, éclairaient les tables. La pièce était d'une nudité austère qui eût été totale sans les rayonnages garnis de livres. Les pierres à nu montraient quelques sculptures antiques, toutes en forme de courbes mathématiques, et des inscriptions tracées en ces mêmes hiéroglyphes qu'on retrouvait dans les livres. La maçonnerie était mégalithique, des blocs aux faîtes convexes s'encastrant dans des blocs concaves et leur servant de support. Le tout s'élevait d'un sol composé de 8 dalles gigantesques du même basalte qui dessinaient un octogone. Rien n'ornait les murs, rien ne décorait le sol. Les rayons couraient du haut en bas et il n'y avait, d'un mur à l'autre, que des tables où nous travaillions debout, puisqu'on ne voyait rien ressemblant à des chaises. On ne ressentait d'ailleurs nul besoin de s'asseoir. Le jour, je distinguais à l'extérieur une curieuse forêt d'arbres qu'on eût dit des fougères. La nuit, je voyais les étoiles sans pouvoir identifier de constellation. Rien ne ressemblait aux campagnes familières de nos cieux. Cela me remplit de terreur, car je me sentais en pays formidablement étranger, loin, loin, loin de l'environnement terrestre que j'avais jadis connu et qui maintenant n'était plus que le souvenir d'une existence incroyablement reculée. Cependant, je savais que je faisais partie intégrante de ce nouveau tout, et en même temps, je m'en sentais à moitié distinct. J'étais sans cesse plongé dans un désarroi confus. Ce qui n'était pas pour arranger les choses, c'est que, et je me rendais bien compte, j'étais en train d'écrire rien moins qu'une histoire de la Terre au temps où je croyais y avoir vécu, le XXe siècle, et cela soigneusement, avec force détails, des plus minutieux. Je ne savais absolument pas pourquoi. Sans doute s'agissait-il d'accroître la formidable accumulation de savoir déjà enclose en ces millions de livres. Il y en avait dans toute cette salle et dans les salles voisines. Tout ce bâtiment, dont faisait partie la bibliothèque, était un vaste magasin de connaissances. Ce n'était d'ailleurs pas le seul. Je compris aux conversations qu'il y en avait d'autres, beaucoup plus loin. Partout, il y avait aussi d'autres étudiants, comme nous, occupés à écrire sur des sujets identiques. Notre travail
était d'une importance capitale. Il préparait le retour de la grande race, notre race, vers ces cantons de l'univers qu'elle avait occupés il y a des milliers d'éternités, avant d'en être chassée par une guerre malheureuse avec les anciens. Sans cesse, je travaillais dans la crainte et le tremblement. J'avais peur de me voir. Toujours, au fond de moi-même, rôdait la terreur de quelque hideuse découverte. Surtout, ne pas risquer le plus bref, le plus furtif des regards sur mon propre corps. C'était, plus que de la peur, une terreur mortelle. Peut-être redoutais-je de me découvrir pareil aux autres, car les êtres qui travaillaient autour de moi étaient tous semblables, vastes cônes rugueux, de forme assez végétale, de plus de 3 mètres de haut, leurs têtes et leurs mains, semblables à des cerfs, étaient attachées à des membres épais, pendant circulairement autour du sommet de leur corps. Ils avançaient en dilatant et en contractant une couche visqueuse attachée à leur base. Ils ne parlaient aucune langue que je connusse, mais j'étais capable de comprendre les sons qu'ils émettaient, parce que, comme je le savais dans mon rêve, on m'avait appris cette langue dès mon arrivée. Rien dans leur façon de s'exprimer, ni dans la mienne, ne ressemblait à la voix humaine. Ils communiquaient par une combinaison de sifflements étranges, de cliquetis et le grattement d'immenses griffes qui se voyaient au bout de 2 de ces 4 membres rayonnants autour de ce qui aurait peut-être été leur cou, à cela près qu'on ne leur voyait pas de cou. Si j'avais peur, c'est avant tout parce que j'étais obscurément pénétré de cette certitude. J'étais prisonnier à l'intérieur d'un prisonnier, de même que j'étais emprisonné dans un corps semblable à celui de mes compagnons. De même, ce corps était prisonnier dans la bibliothèque gigantesque. Je cherchais en vain quelques détails familiers à quoi me raccrocher. Il n'y avait rien là qui puisse rappeler la terre telle que je l'avais connue depuis mon enfance. Mais tout me parlait d'un lieu perdu, dans l'abîme des espaces, et c'est là que je me trouvais maintenant. Je devinais que tous mes compagnons de travail étaient eux aussi des captifs. Nous eûmes quelquefois la visite de gardiens, en tout semblables à nous, mais reconnaissables à leur évidente autorité. Courtois, mais fermes. Ils n'étaient pas menaçants et ne demandaient qu'à nous aider. Quoique ces gardiens ne fussent pas censés nous adresser la parole, l'un d'eux ne s'en privait pas. Visiblement chargé de notre éducation, il déplaçait beaucoup plus d'air que les autres, lesquels, je m'en aperçus, reconnaissaient son pouvoir. Ce n'était pas seulement pour sa qualité d'éducateur, mais on le croyait condamné. En effet, la grande race n'était pas encore prête à émigrer, et le corps qu'occupait cet instructeur était destiné à disparaître avant la migration. Il avait déjà rencontré des hommes et pris l'habitude de s'arrêter à ma table, d'abord avec quelques mots d'encouragement, puis pour bavarder. Il m'apprit que la grande race avait existé des billions d'années avant les débuts de l'histoire, sur la Terre, sur des planètes de notre système solaire, sur des planètes d'autres galaxies. Les êtres de la grande race
n'occupaient que depuis quelques siècles les corps rugueux de leur présente forme. Ils étaient bien différents de leur état originel. Celui-là ressemblait à un javelot de lumière. C'était en effet une race d'esprits non attachés à la matière, à même d'investir n'importe quel corps après avoir délogé celui qui l'animait. Ils avaient occupé la terre jusqu'à ce qu'ils soient impliqués dans la lutte titanesque pour la domination du cosmos entre les dieux ancêtres et les dieux anciens. Des souvenirs de cette lutte surnageaient dans le mythe chrétien. Nos primitifs aïeux avaient fait de ce combat démesuré la lutte du bien contre le mal. De la terre, la grande race avait pris son essor vers l'espace. Elle était d'abord allée sur la planète Jupiter, puis plus loin, jusqu'à cet astre qu'ils occupaient aujourd'hui. C'était une étoile noire du Taureau. Ils vivaient sans cesse sur le qui-vive, redoutant une invasion de ceux qui habitent près du lac de Hali. C'est là qu'était banni Astour des anciens, après le triomphe des ancêtres. Mais l'étoile de ceux de la grande race était en train de mourir, et ils se préparaient à émigrer en masse dans le temps, soit vers l'avenir, soit vers le passé, et à occuper des corps plus durables que les corps rugueux qu'ils occupaient alors. L'éducateur m'assura qu'il y avait parmi mes compagnons non seulement des arboricoles de Vénus, mais aussi des représentants de la race semi-végétale, de l'Antarctique pélagique, non seulement des individus de la grande civilisation inca du Pérou, mais aussi des terrestres destinés à suivre aux explosions nucléaires, quoique horriblement modifiées par les mutations consécutives au contact avec les matières radioactives qu'après la guerre atomique laisseraient retomber les bombes au cobalt et à l'hydrogène. Il y avait aussi non seulement des êtres fourmis de Mars, mais des citoyens de la Rome antique et des hommes qui ne viendraient que dans 50 000 ans. Il y en avait bien d'autres, de races innombrables, venues de mondes que je ne connaissais, d'autres séparés de mon époque par des milliers et des milliers d'années. Car ceux de la grande race pouvaient se déplacer à volonté dans le temps et l'espace. Les corps rugueux n'étaient qu'un habitat provisoire, plus fugace que d'autres. L'endroit où ils me menaient maintenant, leur gigantesque enquête, gonflant leurs archives de l'histoire de tous les temps et de tous les pays, n'était pour eux que le siège d'un bref séjour avant de partir sous une nouvelle forme, continuer ailleurs une nouvelle existence. Tous ceux qui travaillaient dans l'incommensurable bibliothèque contribuaient à l'établissement des archives, chacun rédigeant l'histoire de sa propre époque. Lorsqu'ils lançaient certains de leurs représentants dans l'éternité, ceux de la grande race s'assuraient la connaissance des êtres et des mœurs de ces temps encore inconnus. Les esprits dont ils prenaient la place venaient occuper celle des absents, jusqu'à ce que ceux-ci soient prêts à réintégrer leur identité. La grande race avait construit une machine qui lui permettait d'abolir le temps et l'espace. Ce n'était pas une de ces grossières machines inventées par l'humanité. Elle détachait l'esprit d'avec le corps
et en assuraient la protection dans le temps, vers l'avenir ou vers le passé. Lors des migrations de masse, ceux de la grande race partaient sans s'encombrer de rien. Tout leur attirail, les produits fabriqués, inventés, la grande bibliothèque elle-même, ils laissaient tout cela derrière eux. La grande race recommençait alors à édifier ailleurs sa civilisation. Ils espéraient obstinément échapper à un holocauste menaçant, car il était toujours à craindre que les anciens, le grand Astour, l'innommable Cthulhu, qui gît dans les abysses, Nyarlathotep, le messager, Azathoth, Yog-Sothoth, toutes leurs atroces progénitures, que tout cela brise leur fer et s'allie aux dieux anciens qui attendent l'horreur, enfuis dans leurs repères au bout des siècles parmi les étoiles de l'infini. Ce serait alors une bataille décisive et cosmique.